Bonjour tout le monde, bienvenue au premier panel des laboratoires numériques TriSpaces. Et merci d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est notre premier panel, notre panel d'ouverture qui s'intitule Les défis de l'espace public au temps du Covid-19. Et c'est un panel qu'on a décidé d'organiser en fait suite à la pandémie qui sévit actuellement du Covid-19 et qui a entraîné plusieurs transformations dans les vies sociales et qui a particulièrement impacté donc, les villes et les espaces publics physiques, puisque de nombreux espaces physiques se sont retrouvés soit inaccessibles, soit interdits. Et donc, dans ce contexte, beaucoup de chercheurs qui travaillent pour le partenariat TriSpaces se sont retrouvés, et qui travaillent donc en fait sur les espaces publics, se sont retrouvés à devoir repenser leur méthodologie, mais aussi leur approche sur leur terrain d'étude. C'est dans ce contexte en fait qu'est née l'initiative Try Inner Spaces et l'idée de produire donc un laboratoire numérique, puisqu'on cherchait à trouver un moyen donc à la fois de continuer à travailler ensemble malgré le confinement, mais aussi, puisqu'on est des chercheurs en sciences sociales, à comprendre l'impact du confinement sur nos pratiques de l'espace public et notamment d'explorer les autres formes d'espace public, dont les espaces publics numériques, qui auraient pu prendre le relais. Donc aujourd'hui, notre panel va s'organiser autour de 3 axes principaux. Donc d'abord, en fait, comment est-ce que l'espace public dans nos villes, dans nos 3 villes aujourd'hui, Mexico, Hanoï et Montréal, se transforme, se développe et appréhendé à l'ère du Covid-19. Une autre axe qui est plus méthodologique, comment est-ce que, en tant que chercheur en sciences sociales qui travaille sur les espaces publics, on a été amené à transformer nos méthodologies et donc les trois présentations vont aborder en fait ces transformations méthodologiques et ensuite donc un troisième axe sur les opportunités et limites de ces nouvelles approches scientifiques. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 5 panélistes avec nous. D'abord, Pham Quynh Hoang, qui est sociologue, coordonnatrice du pôle TriSpace Hanoï et qui est anciennement chercheur à l'Institut de sociologie du Vietnam, de l'Academy of Social Science du Vietnam. On a Juan, qui est Head of Digital Media pour Culturan, un organisme qui a pour objectif de penser la vie urbaine, qui a pour objectif de penser donc les environnements urbains de demain et l'engagement citoyen à travers les interventions artistiques stratégiques dans la ville. À Montréal, on a Nathalie Boucher, qui est anthropologue de l'espace public et coordonnatrice de l'organisme Respire, Alice Niquet, qui est urbaniste et présidente du Conseil jeunesse de Montréal, et Sarah Maud Cossette, qui est étudiante en géographie et qui travaille sur le projet TriSpace Montréal. Donc, je laisserai sans plus tarder la parole à nos premières panélistes donc, du groupe Montréal. Oui, alors je vais partager notre présentation. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Parfait. Alors, je vais laisser la parole à Nathalie. Alors, bonjour, hi, hello, hola. So we're going to talk about a project we created for these special times, Try Inner Spaces, and I'm going to continue in French. I'm sorry, I don't know what happened with me. The three of us, Sarah Maud, Nathalie, I, myself, and Alice are going to present, but I want to mention also that Celia and Alexa Berhala-Gunaris worked on this project, and to some extent, Alexandra. Ding, ding. Alors, pour présenter l'équipe,
moi-même et Sarah Maud, on se regroupe dans l'organisme Respire, qui est un partenaire socioculturel en bonne et due forme de TriSpaces. Respire fait de la recherche qualitative sur l'espace public et on a travaillé à 3 projets. Nous allons travailler à 3 projets, 2 études de cas puis un projet pour TriSpaces. Le premier étant les adolescentes à Pointe-aux-Trembles et le deuxième étant les jeunes dans l'espace public la nuit, en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal. On a d'autres projets aussi qui sont plus ou moins mis sur la glace et donc on va en parler plus tard. Alice, veux-tu présenter le Conseil jeunesse? Donc, Alice, présidente du Conseil jeunesse. Le Conseil jeunesse, c'est une instance consultative de la Ville de Montréal composée de 15 jeunes bénévoles. On est un partenaire non académique de TriSpace. Nous, ce qu'on fait au Conseil jeunesse, c'est qu'on fait de la recherche dans le but pratique de formuler des recommandations à la Ville de Montréal. Donc, dans le but de transformer les pratiques, les politiques, etc. Dans le cadre de TriSpace, on a amorcé un travail de recherche sur les espaces publics dans la nuit, l'espace public à Montréal la nuit, toujours dans le but de formuler des recommandations et des pistes d'amélioration à la Ville de Montréal. Présentement, les impacts de la COVID, donc c'est que les observations sur place, les entrevues vont pouvoir quand même être faites, mais on avait un volet d'entrevues, focus group dans les écoles ça va être beaucoup plus compliqué puisque présentement, les écoles, c'est compliqué. Et aussi, évidemment, l'utilisation des espaces publics en ce moment est changée. Il y a beaucoup plus d'utilisation. La transgression est aussi beaucoup plus à changer, différente. Donc ça, ce sont les impacts. Et en plus, notre mandat complémentaire, c'est de sensibiliser et éduquer les jeunes Montréalais, Montréalaises à s'impliquer de manière active. Et donc, notre lab municipal a été développé dans ce contexte. Donc, j'y vais. Le premier point, la première question à laquelle on était amené à réfléchir, à partager, c'était sur l'espace public montréalais en lien avec la COVID-19. Ce qu'on peut dire, c'est que la COVID est arrivée en même temps que le printemps à Montréal, donc une période très critique dans l'occupation des parcs où les parcs se voient grandement occupés. Et c'est arrivé aussi en même temps que la fermeture des écoles secondaires et collégiales. Donc, pour notre groupe d'âge qui nous intéresse à TriSpaces, il y a eu différentes vagues de limites, contraintes, réglementations allant de plus ou moins sévères, plus ou moins de fermeture, un retour vers l'ouverture. L'école secondaire était pas encore terminée et donc les jeunes se retrouvaient à la maison avec rien à faire. Il y avait beaucoup d'emphase sur des projets de l'animation pour les plus jeunes, en fait, sur Internet, parce que les parents devaient s'en occuper. Mais les jeunes adolescents, le gros âge de TriSpaces, 16-24 ans, se retrouvaient avec très peu d'activités. En fait, c'est l'écho qu'on en avait. Et on voit bien sur la diapo l'ennui, comment les jeunes représentent l'ennui. Le projet Try Inner Spaces est né d'une conjoncture, en fait, où Sarah Maud et moi avions terminé notre projet à Pointe-aux-Trembles, notre collecte de données. On avait créé des ateliers en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal qui avaient très bien fonctionné, puis on se demandait si on ne pouvait pas transposer ces ateliers-là à un mode virtuel, profiter du confinement des jeunes pour solliciter leur participation. Et parallèlement à ça, le projet Try Inner Spaces, le hashtag, a été créé par Alexia pour récolter des données, des documents visuels, audio sur la façon dont les jeunes vivaient le confinement.
Donc, on a effectivement différents temps de recherche qui étaient différemment organisés, des projets suspendus, des projets qui se sont ajoutés, mais on a profité quand même d'un petit moment pour créer ces ateliers-là. En se demandant évidemment si la recherche dans les conditions sous la COVID était pertinente. Est-ce que cette période-là allait créer ça valait la peine de l'étudier parce qu'elle allait créer des marques, ou au contraire, on investissait du temps et des ressources sur une période qui était éphémère puis qui allait pas marquer et qui me semblait pourrait être à quelque part surétudiée. Et aussi, si on créait des ateliers en ligne, ben on se posait la question sur comment on peut faire ça de façon sécuritaire. Puis est-ce qu'on n'appelle pas des personnes à être encore en ligne sur Internet alors que tout le monde passe son temps là-dessus? Alors, on s'est rassemblés, Respire, TriSpaces, le Conseil jeunesse, pour préparer une série d'ateliers dont l'objectif serait de permettre une discussion, de stimuler la réflexion des jeunes autour de leur usage des espaces publics avant, pendant et après le confinement. Donc, dès le départ de l'organisation, on a fait face à plusieurs défis, notamment au niveau du recrutement. C'est quelque chose qui est toujours difficile, même en temps non-COVID. Mais là, on était face à des stratégies de diffusion qui étaient uniquement numériques. Donc, d'une part, on a été du côté des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On a diffusé une affiche avec le formulaire d'inscription. Puis, d'une deuxième part, on est allé rejoindre des groupes de jeunes, les maisons des jeunes, organismes communautaires directement dans les arrondissements avec nos propres contacts pour que eux aillent chercher les jeunes avec qui ils travaillent habituellement. Mais là encore, eux aussi doivent les contacter numériquement, ce qui met encore une barrière à la communication. Ensuite, on a fait face au défi aussi de préparer un contenu qui serait stimulant, une animation qui serait stimulante virtuellement, puis tout ça dans un court laps de temps parce que faire des ateliers Zoom, ça ne peut pas durer 3 heures, c'est trop long pour la concentration de tout le monde. Donc, vraiment, essayer de réduire notre contenu à quelque chose qui se tient en 1 heure. Puis, dans tout ça, il y a aussi le fait de se familiariser les animatrices, chercheuses et les participantes avec tout ce qui est des aspects technologiques, de comment Zoom fonctionne. Puis aussi, il y a tout l'enjeu de l'accessibilité aux ressources. Donc, il y a certains jeunes qui n'ont juste pas accès à l'Internet ou à un ordinateur ou qui ont de la misère à comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'était un peu ça pour la partie pré-atelier. Au niveau du déroulement des ateliers, ça s'est fait en 3 parties sur 3 semaines, donc 3 rencontres d'1 heure. Rapidement, la première rencontre était vouée à une discussion où on posait des questions aux jeunes par rapport à leurs activités, au mobilier, à l'aménagement qu'ils utilisaient. Au niveau de la transgression, on parlait un peu des règles, du respect ou du non-respect des règles sanitaires, de leurs sentiments par rapport à la surveillance augmentée dans les espaces publics. Puis, pour un peu maintenir l'engouement entre chaque atelier, on leur donnait une mission pour le deuxième. Donc, on leur a demandé pendant la semaine, chez eux, de leur côté, quand ils sortent dans l'espace public, de créer un peu du matériel qui représente leur expérience. Par exemple, des photos, vidéos, on a eu une carte mentale. Puis, au deuxième atelier, tout le monde a partagé ce qu'ils avaient fait ensemble. Donc là encore, on a engagé une discussion à propos des photos, des vidéos de tous et chacune sur l'expérience des espaces publics en temps de COVID. Puis, on a terminé l'atelier 2 en entamant une réflexion sur des besoins concrets sur les espaces publics qui serviraient à l'atelier 3 où le Conseil jeunesse organise un atelier pratique de formulation de recommandations où les jeunes apprennent comment faire entendre leur voix, leurs désirs, leurs besoins aux élus de leur arrondissement respectif. Donc, finalement, pendant les ateliers, on était 3 animatrices, puis une personne à l'assistance technique qui est nécessaire pour faire entrer les gens, leur expliquer le fonctionnement de Zoom. Puis, on avait entre 4 et 5 participantes. Donc là, on a un petit défi aussi au niveau du nombre de personnes qui animent versus le nombre de participantes en ligne. Tout le monde est âgé de 20 ans et plus, donc c'était plus facile pour la communication entre les jeunes. Ils venaient tous de différents arrondissements, donc on a pu comparer les parcs. Toutes les rencontres ont duré environ 1 heure, mais il y a toujours un ajustement technologique au début qui fait en sorte que ça s'allonge. On a privilégié Zoom parce que c'est la plateforme en fait utilisée par l'INRS. Donc rapidement, au niveau des défis et des succès,
Je dirais que le principal défi, ça a été la difficulté de vraiment établir un lien avec le réel dans les espaces publics. Le fait d'être devant un écran puis de parler de quelque chose d'aussi tangible qu'un parc, ça peut être vraiment difficile, surtout qu'on n'a pas pu faire de sortie sur le terrain. Donc, établir vraiment une liste de besoins concrètes, ça n'a pas été possible. La solution qu'on a vue, c'était de créer un questionnaire en ligne qu'on envoyait aux participantes avec des questions très simples à cocher, des options. Puis à partir de ces réponses-là, là, on a pu en retirer quelque chose de tangible. Au niveau des succès, on est vraiment contente parce que dès le premier atelier, on a vraiment suscité l'intérêt des jeunes sur les espaces publics. On a vu que c'est quelque chose qui les concernait, surtout en ces temps de COVID. C'est quelque chose qui est très discuté, même dans les médias, comment on utilise l'espace public, les interactions entre les gens. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment intéressé les jeunes. Alors, voilà. Alors, pour nos résultats, très, très rapidement, parce qu'en fait, le dernier atelier s'est terminé jeudi passé, donc on est encore en train de digérer ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Certainement qu'on constate déjà une différence entre ce qui a été dit pendant l'atelier et le questionnaire auquel ils ont répondu, n'ayant pas il y a une partie du besoin de répondre aux attentes des chercheurs, chercheuses animatrices qui ne se présentaient pas dans le questionnaire. Donc, on est à différents niveaux de présentation ou d'auto-représentation. Mais ce qui ressortait en fait des ateliers, c'est qu'il y avait beaucoup de solitude. Comme vous voyez dans les photos, là, c'est quelques extraits du matériel qui a été partagé. Beaucoup d'emphase sur l'activité physique, la course, la marche, passer du temps à l'extérieur. Il y avait certains critères de fréquentation des parcs avant la COVID et ça a changé après, notamment au niveau de l'accessibilité en transport actif, puisque les autobus ne semblent plus être une option. C'est pas très clair s'ils respectent les règles. Dans les ateliers, on semblait dire que oui, les règles étaient respectées, mais dans le questionnaire, moins. Et on suppose que si on a fait des observations, on aurait constaté encore un autre niveau. Et on avait l'écho que les espaces publics se ressemblent plus à des prisons. Et vous avez un extrait en bas à gauche d'une réponse au questionnaire qu'on a posé. Comment tu te sens par rapport à la surveillance? Je me sens pas bien, c'est intense, mais ça me rassure. C'est comme une prison. Je suis à l'aise, moi, personnellement, mais je sens que j'en impose aux autres ou que les autres ne respectent pas ce qu'ils devraient respecter et que moi, je respecte peut-être pas. Donc, il y a vraiment une tension qui émerge du rapport à l'espace public. Donc, je vais conclure assez rapidement. Notre atelier, le dernier atelier du Conseil jeunesse, le but, c'est de expliquer comment fonctionne la ville de Montréal aux jeunes, les amener à formuler leurs idées sous la forme de recommandations à la ville, toujours dans le but de changer la ville, et de leur faire comprendre et choisir des outils d'action citoyenne pour qu'ils puissent faire entendre leur voix et leurs idées à la ville. Donc, ce qui est ressorti de cet atelier-là, suivant les deux autres, c'est on a remarqué une certaine facilité à analyser l'espace public qu'on ne voyait pas forcément avant. Comme l'espace public, c'est tout ce qui reste en ce moment, on sent que c'est plus facile d'exprimer, de comprendre ses besoins. Donc, on parlait beaucoup, donc évidemment, plus facilement des espaces publics. Même si les participantes préféraient pour la plupart ne pas parler, en fait, faire des recommandations qui allaient s'appliquer après la COVID, finalement, les éléments qui étaient choisis reflétaient beaucoup les enjeux actuels. Donc, ce qui était choisi, ce dont on a discuté, c'était le non-respect des règles de distanciation dans les parcs, les poubelles qui débordent, le manque de toilettes, l'inégalité d'accès aux espaces verts, le manque de mobilier. Donc, c'est toutes des choses qui résultent de l'usage actuel des espaces publics en temps de COVID. Et donc, on les a amenés à faire des recommandations et les leviers de participation citoyenne, ce qu'on a remarqué, c'était
que, en fait, malgré la pandémie, ces leviers demeurent accessibles. Donc, les jeunes se sont engagés à contacter leurs élus par courriel, par Facebook. Et il y a même certains leviers de participation qui sont encore plus accessibles qu'avant, puisque maintenant tout est à distance. Donc, on peut participer à distance, poser une question à son conseil d'arrondissement, etc. Donc, pour conclure sur les opportunités et les limites de la recherche en temps de COVID-19, nos principales limites, en fait, ça a été le manque de lien avec le réel. Donc, comme j'ai dit tantôt, avec les discussions du terrain, c'est difficile parfois de se projeter dans l'espace public. Ça dépend aussi du groupe qu'on a sur Zoom. La facilité à intervenir, ça peut être gênant en ligne, peut-être plus qu'en vrai. Il y a aussi tout l'enjeu de la maîtrise des outils technologiques. Au niveau des opportunités, il y a eu un temps libéré à cause que l'école était fermée, donc les jeunes étaient peut-être plus disponibles sur leur écran. En même temps, il y a l'enjeu de la saturation des écrans qu'on a peut-être remarqué. L'autre opportunité, c'est que c'est facile de partager du contenu, donc de créer du matériel puis de le partager en ligne pour engendrer des discussions. Puis ça aussi, on a une participation asynchrone si désirée qui est possible. On peut faire des questionnaires, donc c'est vraiment super au niveau des opportunités également. Donc, ce serait en fait ce qui conclut notre présentation par rapport aux ateliers Try Inner Spaces. Donc, merci pour votre riche présentation. C'était très intéressant. On passerait maintenant donc, à Hanoï avec Pham Quynh Hong qui a réalisé des entretiens avec des jeunes donc à Hanoï à propos du confinement. Hi everyone. I will present the situation of Hanoi. Show the slides. I would like to share with you the situation of Hanoi in the time of social distancing. You can see that during the time of the COVID, in the time of social distancing, of course, there is the confinement and social distancing required to include school closure, restrict private access to urban service points like coffee, like markets, and also close the places like short sport facility and even religious facilities. Yes, and about the lockdown and during the lockdown times, also not only the public space, but also public transport station also stop, not working. Next, yes. And vast majority of the people stay at home and no one go out. And street is empty and activities at public space were stopped. You can see in the picture that the barrier in the public space and the one guard, they stand there and no one can come in the public space. And in another picture, you can see that the red banner that stay at home and don't go out at the public space. And about particularly religious activities in public space, during the lockdown time and the social distancing, people carry out activities at home more often. They have more time at home, garden and balcony, and they have cooking and do some exercise at home. And also they do more activities
Yeah, and we also do research using online survey. There are many online survey in Vietnam during the COVID time. Many researchers are using the online survey. And also, we also interview online interview. It's not experience, but we interview during the social distancing, and we have a meeting to keep distance, and we can see that some activities during the distancing, social distancing, at home, and so they more social issues, and also especially time of social distancing. And another opportunities is we have more charity activities. Many social survey, but also there are limitation. So there are many the government policy that support the poor in the COVID epidemic and social group. And limitation is no research in Vietnam about the affected COVID on the mental health. But as our interview, having no access to public space is a difficult challenges, affects physical and mental health. Many people feel affected because they stay at home. It's more difficult for them. And it's very difficult to conduct participatory research because the meeting is quite limited, and it feels awkward and uncomfortable for fear of COVID infection. So people feel fear of infection, so they don't want to keep contact, and they don't want to have a connection for the interview. Thank you. No problem. Thank you very much for your participation. I think your PowerPoints helped us following despite the connection troubles. And thank you for keep trying. It's very appreciated. So now I'll give the participation to Francisco Eraso de Culturan, who will talk about artistic intervention in public space, and who will talk more about the digital aspect of public space during COVID-19. So, Francis. Ok, me gustaría empezar platicando acerca de la Ciudad de México como tal, un poco para que entiendan cómo se ha vivido las dificultades de espacio público en medio de esta época de COVID. Entonces, me gustaría empezar diciendo un poco cuestiones quizás un poco obvias. Una característica intrínseca de la Ciudad de México son los contrastes. Es como si fueran diferentes mundos dentro de un solo espacio. Cada uno de estos mundos tiene sus propias dinámicas, su propia cultura y sus comportamientos. Estos mundos se mezclan por el tránsito de sus habitantes de un lugar a otro, la interacción entre ellos, pero muchas veces es una mezcla superficial. Esto obviamente no es algo nuevo. Cientos de historias sobre la ciudad nos cuentan de esto, y cualquiera que visita la Ciudad de México puede vivirlo como tal. De hecho,
Siempre que me topo con algún extranjero o alguna persona que viene de visita, lo primero que les salta es esto, ¿no? Como la gran variedad de contrastes que existen en todos los niveles. Y nosotros, los que vivimos en la ciudad, que nos enfrentamos día a día a esta realidad, tenemos una relación extraña de amor-odio con la ciudad y los habitantes de la ciudad. Entonces, hablamos de una ciudad que es verde y gris. Tenemos espacios como Chapultepec y Santa Fe. Chapultepec, el parque más grande de la ciudad, y Santa Fe, que es un lugar lleno de edificios, que para muchos sería como un espacio muy gris, donde hay carreteras grandes y no hay en realidad un espacio público como tal. La ciudad es también un lugar donde puedes encontrar en medio de una calle lleno de tiendas de moda internacional, un puesto de tacos o de tortas, donde los transeúntes se sientan y comen enfrente de una tienda boutique de ropa. También podemos encontrar cuadras con edificios altos y modernos, y la cuadra de enfrente, cruzando la calle, tienes edificios de más de 100 años de antigüedad, ¿no? Que están llenos de historia. Todos obviamente hemos visto también esta imagen famosa, me imagino que la han visto, de México, la toma aérea de la Ciudad de México, donde vemos zonas urbanas gigantescas, llenas de casas construidas por gente de escasos recursos, con materiales muy baratos, techos de lámina, paredes de ladrillo improvisado, y un metro más adelante una pared que divide a una zona residencial donde está gente de un estatus social más alto. Entonces podemos encontrar contrastes muy marcados solamente en la Ciudad de México, solamente en una zona. Y todos estos contrastes se han vuelto más evidentes en las épocas de aislamiento y distanciamiento social. No me refiero solamente a las clases sociales, las zonas de ricos o pobres, de jóvenes o adultos, sino se ha vuelto más evidente que vivir en cualquier metrópoli gigante es casi una obra de arte. Y la Ciudad de México no es una excepción a esto. Una de las cosas importantes de la ciudad no es el tema de las colonias, de las ciudades o el dinero, sino es el tema de la comunidad, de cómo haces para que los ciudadanos sientan que sus acciones impactan a los demás, se sientan responsables de ello y que puedan construir un lugar en lugar de destruir. Entonces, es muy extraño porque en esta época donde tenemos este deseo de regresar a una nueva normalidad, nosotros esperamos que esta nueva normalidad sea una normalidad donde haya un compromiso con otros que no son mis allegados, alguien que no es mi familia o mis amigos, una nueva normalidad donde, si bien diferentes mundos existen, intentemos tomar lo mejor de ellos para hacer un territorio común. Una normalidad nueva donde ideas creativas e inclusivas en todos los sectores sean apoyadas, no importando de dónde vengan, o si tienes la palanca en el gobierno para que te suelten el financiamiento. Finalmente sería una normalidad donde todos los que viven en esta ciudad busquemos lo mejor el uno para el otro, sin importar si estamos en una época de tragedias. Una cosa común que sucede aquí en México es que, por ejemplo, no sé si algunos escucharon el temblor que hubo, el terremoto que hubo en el 2017, el 19 de septiembre. Fue una época donde en los medios de comunicación, los periódicos, todo el mundo hablaba de cómo se unieron los mexicanos para superar este gran reto, y lo cual es cierto. El problema es qué sigue después, ¿no? Podemos unirnos en una época difícil, pero ¿cómo mantenemos este ímpetu años después, meses después? Entonces, platicando un poco acerca de cómo se ha vivido esto del COVID-19 en la Ciudad de México, podemos ver que la ciudad declara sus contrastes de una forma más altisonante. Entonces, podemos ver zonas desiertas donde escasamente
se ven personas caminando en las calles, todas con tapabocas, los parques están casi vacíos, muchos negocios están cerrados, hay un poco tránsito vehicular, y la gente está pendiente del distanciamiento social, incluso en paradas de autobús donde hay personas que a fuerzas tienen que salir a trabajar. Hay hay un gran ímpetu por mantener el esfuerzo de aplanar la curva de contagios, la famosa curva, y muchos se han quedado en casa si es que pueden hacerlo. Hay gente que va a puestos de comidas y piden solamente para llevar, se lo llevan a su casa y ahí comen. Como decía, muchos en las paradas de camiones mantienen el distanciamiento social. Y hay un esfuerzo incluso por muchos empresarios por mantener el pago a sus empleados, aunque los negocios estén cerrados, aunque estos negocios no estén generando ingresos. Y muchas veces los empleados ni siquiera trabajan de casa, pero hay muchos empresarios que han mantenido este esfuerzo. Hay mundos donde colectivamente organizaciones o grupos de personas emprenden iniciativas para ayudar a los que lo necesitan. Por ejemplo, repartición de despensas, mascarillas o caretas hechas en casa para regalarlas a quien las necesita. Cursos en línea gratis, lecturas de cuentos para niños. Entonces, tenemos todo esto, ¿no? Tenemos esta obvia iniciativa de parte de las mismas personas por conectar entre ellos y no dejar que el mundo del COVID destruya la vida pública de la ciudad. Pero al mismo tiempo de esto tenemos su antítesis, ¿no? Mundos en los que parece que el COVID no existe, en los que esto del COVID es un cuento para asustarnos, o que si es que existe, y esta es una frase famosa que salió incluso en una entrevista en la televisión, ¿qué puedo hacer? Si es que me da, ¿no? Es una especie como de mentalidad de rendimiento ante la realidad, en lugar de buscar cambiarla. También vemos zonas donde las paradas de camión están atascadas más que nunca y los puestos de comida tienen su clientela habitual. Muchos mundos también donde hacer fiesta, reuniones familiares o fiestas masivas de más de 50 personas sigue siendo una práctica común, a pesar de que todos ya tienen la noticia de que lo necesario es hacer el distanciamiento social. Vemos incluso mundos donde los mismos empresarios que ayudan por un lado, hay otros que deciden no cerrar las tiendas. Sí, entonces mundos donde vemos que los empresarios no cierran las tiendas, no cierran sus negocios. Y incluso una ocasión donde uno de estos empresarios dijo, bueno, eventualmente a todos nos va a dar, entonces más vale seguir trabajando, sin importar lo que le suceda a los empleados. Y mientras tanto el sistema hospitalario está colapsado y rebasado. Son mundos donde la agresión de los trabajadores del sector de salud es más que justificado, porque en una ocasión nos enteramos de la noticia de unas enfermeras que regresaron a su pueblo después de trabajar horas y horas atendiendo pacientes y las atacaron y las agredieron diciendo que ellas estaban trayendo la infección a donde la gente vivía, ¿no? Hay también muchos casos de grupos o individuos que aprovechan para robar porque la policía está distraída en otras cosas, o donde se venden mascarillas sacadas de la basura, o mundos donde por 15,000 pesos te sacan un certificado de defunción falso, donde no dice que la persona murió gracias al COVID. Entonces, es una realidad un poco extraña la que se está viviendo en esta ciudad, donde hay cosas que son muy buenas, iniciativas que son correctas, y hay cosas que de plano no están funcionando y están deteniendo todo el proceso de lo bueno que se está construyendo. Entonces, dentro de todo esto, ¿cómo vivimos el espacio público en medio de todo esto? Obviamente ha cambiado radicalmente. No solamente me refiero a las obvias medidas de aislamiento que no permiten el funcionamiento normal de esta ciudad, sino porque
A pesar de estos aislamientos y de que la gente sigue siguiendo sus propias reglas, se han creado una especie de nuevos espacios públicos donde la gente hace actividades que normalmente hacía en parques, gimnasios o inclusive en antros. Estos nuevos espacios públicos, curiosamente, son las azoteas de los edificios. Entonces, esta necesidad del ser humano de estar en contacto con la naturaleza, que en la Ciudad de México es importante, muchos sabemos, no es una ciudad que tenga mucho verde. Esta necesidad de sentir el sol, el aire y sentirse libre de las paredes motivó a que muchas personas utilizaran un espacio olvidado antes de este aislamiento. Y este espacio, las azoteas, se convirtieron en un lugar de juego de niños, un lugar donde practicar ejercicio, donde salir a bailar, cantar o incluso aplicar el famoso Acapulco en la azotea. Y donde, si tenemos suerte, podemos encontrar incluso el amor en la azotea de enfrente, ¿no? Esta es una forma en la que el espacio público físico, no digital, de alguna forma ha estado reviviendo, ¿no? Y se han hecho conexiones incluso entre estas azoteas, entre un edificio y otro, entre una colonia y otra. Y dentro de esto está el mundo de la cultura, que para el sector de la cultura ha sido un golpe muy duro esto de la pandemia. El presupuesto privado, por ejemplo, o el presupuesto público se ha dedicado a mover cosas de salud y ya no le han quitado atención a la cultura. El presupuesto de la cultura ha sido reducido y a raíz de esta pandemia luce peor todo. Pero todos sabemos que en momentos cruciales de la historia se presentan retos y oportunidades en el sector de la cultura y el arte. Después de una crisis se ha visto un resurgimiento importante de estos movimientos y una pandemia es una de estas crisis importantes. Grandes artistas, movimientos culturales han surgido después de guerras, pandemias y nosotros en Culturans creemos que esta no va a ser una excepción. Sin duda, las iniciativas culturales han cambiado desde hace algunos años. La participación ciudadana y los pequeños colectivos empezaron a jugar un factor importante para llevar la cultura al resto de la población, cambiando el sistema cultural provisto por grandes museos o llevar la cultura solamente a unos cuantos. Al paso de los años, esto de la cultura aquí en México se ha convertido en un factor común para el tránsito del espacio público. Y lo más importante es que los que estamos involucrados en crearla, que nos encontramos en medio de estos mismos ciudadanos, tengamos el empuje para seguir transformando constantemente esta interacción para crear nuevos espacios públicos. Después de un evento como este, como el COVID o como cualquier tragedia, hay muchas cosas que decir. Experiencias, sentimientos, reflexiones, soluciones, descubrimientos, anhelos. O sea, esto quiere decir que habrá una fuente infinita de historias que contar, recursos creativos que presentan el antes y después del COVID, y muchas personas van a querer ser oídas, todas sus historias, pero sobre todo van a querer convivir y ocupar el espacio público que les ha sido limitado por tanto tiempo. Y creo que esto es algo que no solo sucede en México, sino por todo lo que han estado platicando, se puede compartir en Montreal, en Hanoi. Y creemos firmemente que los que estamos en el sector cultural y artístico tenemos que encontrar la manera de que esto suceda, incluso de la mano de estas comunidades, para crear nuevas formas de comunicación, de convivencia, de espacios de expresión cultural y que estos espacios sean seguros. Así como es responsabilidad de los gobiernos apoyar estas iniciativas, y es compromiso de los ciudadanos de vivirlas con responsabilidad respecto a las medidas sanitarias. Y aquí entramos al papel de la tecnología, obviamente, ¿no? Como el mundo de lo digital ha cambiado o ha de alguna forma ayudado a la interacción entre personas.
por ejemplo, la llamada que estamos teniendo ahorita es el perfecto ejemplo de cómo se utiliza la tecnología para facilitar la comunicación en tiempos de aislamiento social. Pero creo que podemos llevar un espacio, un paso más adelante y decir que no solamente lo digital, la tecnología se vuelve en un facilitador de comunicaciones, sino también se vuelve en un catalizador de la creación de nuevos espacios públicos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en Culturance nos dedicamos a crear experiencias innovadoras, experiencias nuevas en el espacio público. Y lo que estamos desarrollando son proyectos culturales que tengan una conexión entre el pasado de una cultura y su futuro, incluyendo estas tecnologías. Entonces nos encontramos con, por ejemplo, un proyecto donde la historia de Mesoamérica, de las culturas prehispánicas de México, las podemos experimentar desde un nuevo ojo, ya no tanto desde a través de un artefacto en un museo o de una ilustración en un libro de historia, sino te podemos llevar a ese espacio y a través quizás de, por ejemplo, tecnología de realidad aumentada o tecnología de realidad virtual, tú puedas vivir lo que las personas dentro de esa historia vivieron, ¿no? Podemos incluso llevarte a las ciudades donde estas personas habitaban y compararlas con cómo se vive hoy en día. Y esto nos levanta muchas preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué conexión tenemos con ese pasado común? Incluso llevarlo a un paso más adelante, que sería qué conexión hay entre nuestras raíces, cómo se vive el espacio público y cómo se vive en el resto de espacios públicos alrededor del mundo y las conexiones que tienen entre ellos. Entonces, el rol de lo digital nosotros lo vemos como una especie de matrimonio de lo digital, la tecnología con la cultura, al servicio de una creación de nuevos espacios públicos para crear nuevos tipos de conexiones. Y en tiempos de la pandemia, por ejemplo, para nosotros ha sido una fuente incluso de inspiración, ver cómo soluciones como las de la azotea, por ejemplo, salen espontáneamente de las mismas personas que viven en esta ciudad. Y estamos constantemente buscando cómo podemos alimentar nuestros proyectos, nuestras incursiones dentro del espacio público de la ciudad con lo que la misma gente hace. Muchas gracias, Juan Manuel. Thank you very much. Donc, j'y vais. Donc, voilà, dans le cadre du projet TriSpace, les chercheurs qui travaillent sur la région parisienne ont décidé de recontacter, de travailler avec les jeunes avec lesquels on travaille depuis maintenant 2 ans. Et on a réalisé une trentaine d'entretiens avec des jeunes issus de 8 quartiers, donc des quartiers populaires, pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire, enfin, quelle avait été leur expérience du confinement. Donc, on a des filles et des garçons, plus de filles que de garçons, et qui ont entre 18 et 25 ans, donc avec lesquels on a fait quelquefois 1 ou quelquefois 2 entretiens. Alors, plusieurs éléments sont ressortis. Tout d'abord, la question du travail, finalement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les jeunes des quartiers populaires, qui représentent une main-d'œuvre relativement bon marché, souvent précaire, et qui, parce qu'ils sont jeunes, étaient moins touchés par la maladie, ont continué pour la plupart à travailler. Et pour certains d'entre eux, le moment du confinement, ça a été quelquefois l'occasion d'avoir accès à un emploi à temps plein,
alors que jusqu'alors, ils avaient des emplois à temps partiel qui étaient des emplois d'étudiants. Donc certains s'en sont félicités, mais d'autres, et ils sont nombreux, insistent plutôt sur les conditions, la dégradation des conditions de travail, avec de nombreuses heures de travail, avec des modalités de travail qui se sont transformées, qui ont été physiquement assez pénibles. Donc ça, c'est la première configuration. La deuxième configuration, c'est des jeunes qui travaillent plutôt dans les métiers de l'animation, des centres de loisirs, qui, eux, se sont trouvés privés d'emploi et donc en difficulté économique. Et puis, on a aussi relevé que pour un certain nombre de jeunes, eh bien, le confinement, ça avait voulu dire aussi du travail à la maison, en particulier pour les filles, et que tout le travail du care, le travail, l'attention aux parents, l'attention aux plus petits, avait largement reposé sur elles. Et on a vu aussi que, contrairement à ce qui avait été dit beaucoup dans la presse française, les jeunes des quartiers populaires avaient porté une attention très importante à leurs parents, qui étaient plus susceptibles de tomber malades et donc avaient respecté souvent les règles de confinement de façon très stricte en ne sortant pas pour pouvoir préserver leurs parents. On a vu également un autre élément de cette période, c'est la difficulté vis-à-vis des études, puisque donc on a pas mal de lycéens et d'étudiants dans notre échantillon qui ont tenté de continuer de suivre leurs études par Internet, avec l'idée qui a été développée en France du suivi, de la continuité pédagogique, qui en fait est une continuité qui est très inégale du point de vue social. Et donc, on a vu qu'un certain nombre de ces jeunes, d'abord ceux qui ont continué à travailler, ont pour une part arrêté complètement leurs études en se disant qu'ils allaient les reprendre plus tard. Et les autres se sont trouvés dans des difficultés, tout simplement pour se connecter, pour pouvoir s'organiser tout seuls, avec donc on pourrait dire une montée de l'angoisse et une montée de l'incertitude. Et je crois que c'est ce qui caractérise la situation, une montée de l'incertitude à la fois vis-à-vis des études, à la fois vis-à-vis de l'emploi. Mais ce qui nous a frappé, c'est que tout en soulignant ces difficultés, les jeunes ont trouvé énormément de ressorts en fait pour y répondre. Et ils ont trouvé 3 ressorts essentiels qui sont la famille, la religion et la solidarité. Beaucoup de jeunes soulignent que le temps du confinement, ça a aussi été du temps pour retrouver une vie en famille, pour repasser du temps avec leurs parents, pour réfléchir à leur projet de vie. Et c'est un élément qui ressort de façon importante. Pour un certain nombre d'autres jeunes, en particulier les musulmans qui sont majoritaires dans notre échantillon, eh bien, le moment du confinement, ça a aussi été un temps de retour à la religion, d'autant qu'on était en période de Ramadan et que toutes les manifestations extérieures du Ramadan finalement ont été confinées aussi à l'intérieur de l'espace familial. Et plusieurs jeunes expliquent qu'ils ont pris le temps de relire des textes, d'avoir des discussions sur le sens de leur religion. Et puis enfin, il y a un troisième groupe de jeunes qui s'est investi dans une série d'actions de solidarité. Et on a vu beaucoup d'actions dans les quartiers populaires de diffusion de denrées alimentaires, des jeunes qui sont allés faire des courses pour des personnes âgées, des collectifs qui se sont créés entre plusieurs associations et dans lesquels les jeunes ont eu un rôle majeur. Donc, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que ces témoignages de jeunes montrent que leurs conditions de vie, qui sont déjà caractérisées par la précarité, on est bien sûr des situations différentes, mais ont montré leur capacité d'adaptation, leur agilité en fait à trouver des réponses, à trouver des ressources en temps de crise. Mais on voit aussi surtout que ces ressources finalement ne sont pas des ressources qui sont portées par la puissance publique, mais ce sont des ressources qui sont portées soit par la famille, soit par des collectifs
plus ou moins structurés. Et donc, ça nous semble également un élément très, très important. Ce qui apparaît aussi dans les entretiens, c'est une grande incertitude sur l'après. Mais en même temps, cette incertitude est peu pensée finalement, et les jeunes, mais c'est aussi sans doute un effet de génération, prennent peu de temps pour penser l'après et penser ce que cette période de confinement et la crise sanitaire, plus largement, la crise sociale et économique qui va suivre, va ouvrir éventuellement comme reconfiguration sociale. Donc ce qu'il en ressort, c'est qu'à la fois il y a un sentiment d'inégalité et d'injustice, parce que les quartiers populaires ont été pendant cette période-là montrés du doigt, parce qu'il y a eu peu de moyens pour répondre aux difficultés scolaires, mais en même temps l'idée que eh bien, on arrive à s'en sortir à la fois individuellement et à la fois collectivement. So we are going to start the question and the discussion. So thank you all for your participation, for your very interesting insights on public space. I think we all understand the complexity of public space and how the actual situation, the pandemic, is actually transforming the public space. So I'm going to switch to French now, just ask my first question, and then with the flow, I'll switch between French and English, if that's okay for you guys. The first thing, I think for me, what I understood of public space is that actually in cities, it's a meeting point in cities, you know, where, as you said, Juan Manuel, cities are spaces where differences occurs and have to cohabitate in everyday life. And so public space joue ce rôle. Je vais switcher en français maintenant, voilà, de façon... Donc l'espace public joue ce rôle en fait de la rencontre dans la différence. Et as you say, m'excuse, je ne sais plus, je switch dans trop de langues, mais en fait, comment est-ce que ces différents mondes sont amenés à se rencontrer quand on n'a plus cet espace de rencontre? Donc, je vous inviterai un peu à tous partager en fait un peu vos insights, un peu inspirés de ce que Juan Manuel nous a. Donc, c'est un peu l'idée de l'espace public en tant qu'espace de rencontre et comment est-ce que la rencontre a lieu quand on n'y a plus accès. Oui, Nathalie? En fait, des ateliers et de recherches précédentes qu'on a fait sur l'espace public, je pense que l'espace public n'est pas tant un lieu de rencontre que ça, en tout cas peut-être pas à Montréal, mais on aime bien imaginer que c'est un espace de rencontre entre gens différents puis qu'il y a des échanges et des apprentissages, mais je pense que de façon générale, ce n'est pas le cas. Et les ateliers ont bien démontré, et une chose qui était intéressante dans les ateliers, c'est qu'on avait des gens qui venaient de différents arrondissements. Et quelqu'un dans notre équipe, et je me demande si c'est pas toi d'ailleurs, Célia, a dit le fait que les ateliers aient eu lieu en ligne, on était tous plus ouverts à... Les jeunes semblaient plus réceptifs aux images puis aux échanges, en fait, à ce qui était partagé des autres espaces publics, des autres quartiers. Alors que si on avait fait des ateliers physiques, on se serait rassemblés dans un endroit et là, c'est difficile de se projeter puis de partager, puis ça pourrait être un peu plus difficile pour les jeunes de dire, ben, en fait, moi, chez nous, ça ressemble pas à ça, je vais vous raconter comment ça ressemble alors qu'on est physiquement dans un lieu. Mais j'aimais vraiment l'intervention de Juan Manuel à l'effet que le digital sert à la création d'un nouvel espace public. Puis c'est ce qu'on a fait. Je trouve, en fait, les ateliers, c'est devenu un autre espace public où, comme dans la vraie vie, on était chacun chez soi, dans notre quartier, dans notre différence, mais on s'est retrouvés là et ça, je pense que ça fait le pont que l'espace public fait peut-être pas dans la vraie vie, là. C'est pas vrai qu'il y a personne d'un quartier du sud de Montréal qui va aller passer la journée
ou à Montréal-Nord, ça se peut pas. Mais là, par les ateliers, par cet espace virtuel qu'on a créé, comme disait Juan Manuel, on a réussi à créer ça temporairement. Merci Nathalie. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait répondre à cette question en fait de l'espace public comme espace de rencontre? Je pense qu'à Montréal, effectivement, comme tu dis, c'est les gens, l'espace public, c'est vraiment un espace public de proximité ou sinon un espace où on va rencontrer des pairs, moins un espace de rencontre. Juan Manuel, Queen, est-ce que vous avez des commentaires à ajouter sur cet aspect-là? Est-ce que c'est une observation que vous partagez dans vos villes, Juan Manuel? Okay, yes, I think that in regards to what the question is, I also would like to add that most of the time, new technologies, digital media and stuff are viewed through a lens of suspicion, because many people believe that it's going to lead to like a colder place where the interaction between humans is reduced to ones and zeros on a screen, right? And we will be going through to a dystopian future where no one gets to really see what the other person really means. But I think that this is far from the truth. I mean, we obviously have the danger of heading in that direction, but we also have to be aware that we are the ones that have to change that reality into something that's good and that's that involves culture and that connects people in a really real way. So we have obviously amazing technologies which we don't even know what they're capable of, like virtual reality or augmented reality, and even streaming and all of those things. But I think that the way to build a better and a real connection between people is actually through culture, because you don't limit anyone to what they're feeling right now, but you present a place where they can put in their own identity, you know, and the way that each of us is different in different ways, but we're also the same. So this can be done in many ways, and one of those ways is through all of this digital platforms online, through online connections. Sur les médias français, elles ont été un peu bicéphales. C'est-à-dire que d'un côté, on applaudissait voilà, ce qu'on appelait les premiers de corvée, hein, en opposition à une expression du président de la République qui avait parlé pendant un temps des premiers de cordée. Donc on a applaudi les premiers de corvée en reconnaissant qu'il y avait une série de métiers qui étaient essentiels. Je pense aux livreurs, par exemple, qui sont essentiellement des jeunes. Je pense aux caissières, qui sont essentiellement des femmes, et souvent des femmes jeunes. Je pense aux personnes qui s'occupent des personnes âgées, ou à certains travailleurs de la santé, aux éboueurs, voilà. Tout d'un coup, la société française a découvert que ces métiers existaient, que la société ne pouvait fonctionner qu'avec ces métiers qui sont complètement sous-évalués. Et finalement, les gens qui ont ces métiers, ils habitent dans les quartiers populaires. Et pour une part, ce sont des jeunes des quartiers populaires, ou ce sont des parents de jeunes de quartiers populaires. Et puis en même temps, on a dénoncé des comportements qui auraient été incivils dans ces quartiers, qui étaient très marginaux. Et quand on les compare, par exemple, au comportement des Parisiens qui allaient faire leur jogging dans les rues de Paris, il n'y avait pas plus de monde dans les espaces publics d'Aubervilliers, par exemple, que dans les rues de Paris. Il y en avait même beaucoup moins. Je me rappelle un entretien que j'ai fait avec une jeune fille d'Aubervilliers qui me montrait ce qu'elle voyait de sa fenêtre là, par WhatsApp, et il y avait effectivement 3 jeunes voilà, en bas de la cage d'escalier, mais pas plus. Donc il y a eu voilà, tout un emballement médiatique. Alors, ce qui a marqué notamment les espaces publics, c'est la question du transport, hein, le fait qu'il y avait
voilà, très peu de transport et que par exemple les jeunes qui continuent à aller travailler se sont retrouvés à devoir voyager, voilà, assurer leur mobilité dans des conditions très difficiles. C'est qu'il n'y avait plus de bruit aussi, un certain nombre le soulignent, donc le bruit avait disparu de la ville et quand même voilà, des espaces publics en grande partie désertés. Mais parmi les jeunes qu'on a rencontrés, moi, il y a un seul jeune qui m'a dit que voilà, il avait pris sa voiture pour aller voir des amis, mais les autres ont été vraiment très respectueux. Alors après, si on prend l'espace public de façon plus large, en y impliquant la question des réseaux publics, des réseaux sociaux, hein, il me semble que de ce point de vue-là, il y a eu effectivement, par contre, un investissement très fort des réseaux sociaux par les jeunes. Et à la fois, et ce qui est assez intéressant, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué dans notre recherche TriSpace, mais c'est la capacité des jeunes et leur volonté de construire eux-mêmes leur propre information et de passer en dehors des grands réseaux d'information et notamment de la télévision, en allant chercher dans différents réseaux, sans pour autant tomber, par exemple, dans les réseaux complotistes, hein, comme ça a pu être dénoncé. Donc, effectivement, là, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Et si on prend l'espace public dans une autre dimension encore, qui est l'espace politique, il me semble que la période du confinement a été un moment pour certains jeunes, alors bien sûr pas pour tous, hein, de réinvestir cet espace public par des différentes formes de solidarité qui se sont développées de façon très importante, avec énormément d'initiatives en France dans les quartiers populaires. Thank you. You raise a very interesting aspect of public space, which is the digital aspect of it, that we tend to understand, but sometimes forget. And because, you know, public space and cities are also subject to inequality and to accessibility. It's a way of also thinking that. And in my own projects and research, I actually studied how women of color in cities use the digital space as a public space where they encounter, where they discuss the reality, and they use it to transform the physical space. So in times where we have less and less access to the physical space, is that something that do you see community creating through a digital space? Is that something that you observe in each city, or is that more something that we want to see, but it's still very de niche? It's very minimal and it's not. Are you hearing me? My computer is freezing. Okay, thanks. I'll just say something. I'm not sure if I understood correctly, but it was an option we decided to reach out to youth through Facebook and Instagram and other media, but I'm not sure. I think we overestimate how much they are on those social medias, or maybe it's not as used by them as we pretend, or maybe I don't know, maybe it's a projection of older people looking at how youth are all over technology, but at the end, are they really, or they're just going outside, hanging out with their friends? And to me, it's not as clear, but it's not an aspect that we considered, and we did not do research on the social medias. But I'm not sure what's happening in there for youth. If I may, I think because I participate also in Montreal, I feel like it's, you know, I think if you have access to public space, whether it's pandemic or not pandemic, you will still use the physical public space. I think for people
for whom physical public space may be dangerous, or maybe you know, we observed for example in Montreal, the fact that cities are empty. Few women felt more unsafe in a city where usually they actually felt super safe. And so it changes their behavior, and they talked about it on social media, for example. And so, Alice, you were saying that to participate and to reach the politicians and to talk about their, you know, how citizens wanted to change and politics, social media and digital conversation became an aspect who facilitates. Is it? Oui, je pense on pense que la participation citoyenne est déconnectée parce que tout le monde reste à la maison, il se passe plus grand chose, toutes les consultations publiques ont été arrêtées, mais au final, je pense que c'est même plus facile encore de participer, dans le sens où tout est devenu numérique, donc c'est moins intimidant de contacter quelqu'un, par exemple, par courriel, puisque tout se fait en ligne de toute façon, en ce moment. Poser une question au conseil municipal aussi pour les personnes qui souhaitent apporter une certaine lumière sur un enjeu aux élus. Auparavant, il fallait au conseil donc parler devant des élus qui sont quand même une dizaine, si c'est un arrondissement, peut-être une centaine si c'est à la ville de Montréal. Alors que maintenant, on peut faire parvenir sa question en ligne, par courriel ou par enregistrement. Donc, c'est beaucoup moins intimidant au final de participer, je pense. Merci, Alice. Donc, au final, c'est quand même plus accessible. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires sur le rapport des espaces physiques et numériques dans la transformation? Oui, Juliane? Thank you for all of your presentations. I would like to follow up on something Juan Manuel said about time. He is talking about the use of digital space as a way to connect with the past, connect the current situation with the past and with the future. We've been talking about how do physical and urban space connect to one another, and that, you know, through physical space, through digital space, it's less difficult to participate, it's more accessible. Queen was saying in Hanoi that yes, youth are using digital space quite a lot as well. I would like to see what you think about this question of not only through physical digital space for communication, but also for thinking about the past and the future, thinking about what comes next, and what was there before, and how it's all linking us right now. Yes, I think the more digital connection than the physical connection now. But I think it maybe becomes the more problems in the mental health. So I think the idea of the arts activities in the public space is a good way. Just now in Hanoi, there are some arts projects at the public space also happened in Hanoi. They just new, it's quite new, but I think it's useful because the youth more feel convenience with stay at home and keep connection with friends by the online digital connection. But with the arts project, they take youth come out of their house and come to the public space with to join the arts work and arts project. So I think it's a great idea.
So thank you Juliane, thank you Queen One pour vos interventions sur le temps et l'espace public. J'irai sur une nouvelle, un autre aspect en fait qu'on étudie tous à TriSpace et qui semble en fait être pertinent aussi en temps de Covid, c'est toute la question de la norme, du respect des règles et de la transgression. Parce que en fait, la pandémie a vu voir donc en fait l'apparition de nouvelles règles. Pour certains, comme Nathalie le citait tantôt, et pour certains jeunes à Montréal, ça en devenait étouffant. Juan Manuel, au début de notre atelier, précisait que pour certains Mexicains à Mexico, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de règles de protection et en fait, c'est toute la... Et au Vietnam, à Hanoï, les règles semblent être plutôt respectées. Donc, je vous invite en fait, si vous voulez, continuer la réflexion sur toute la question de l'importance de ces règles et puis de la transgression et dans nos différentes réalités où finalement Juan Manuel disait qu'il y avait des chassas massives qui avaient encore lieu à Mexico et le contraste par exemple avec Hanoï où les gens vraiment semblent respecter le confinement à la lettre. Est-ce que c'est des... Bon, mon internet bug encore. Est-ce que... Je peux peut-être y aller. J'ai l'impression que mais les autres, Sarah Maud, puis Alice, puis Célia, tu peux confirmer. But the impression I got from the workshops we did is that, again, youth, as other citizens, are able to navigate through different environment and different norms and present themselves as either applying to them or pretending to apply to them in order to stay safe or stay and not be subjected to specific reactions. So it's, I think, again, when we did the workshops, they pretended that no, they follow the rules, but it's fine. But then when you ask specific questions through questionnaire online, no, we don't wear masks. No, we hang out with friends. No, we did not respect the rules. And I'm pretty sure if we go to another level of observation, we would have seen exactly what was going on. So that is the most important output of the workshop for me, how they're able to, they know the rules and how they're able to present themselves as following the rules in order not to be subjected to, you know, surveillance or something, as they do in public spaces. They know the rules, they know how to hide their smoking, their drinking, blah, blah, blah. They know what is going on and they're able to adapt to specific rules, and that is one thing that you work on in Montréal Nord. So I think doing the workshops online is it's another language they learn, and the pandemic situation has brought another level of language to them to navigate to. So I think we have to do some observation before talking about how they do transgressions or how they behave, the youth. I mean. Ouais, si je peux poursuivre, on demandait dans le questionnaire notamment si la surveillance affectait la manière la manière dont les jeunes pratiquent les activités, puis quelles activités ils font. Puis c'est vraiment mitigé. La moitié disent que ça n'affecte pas du tout. L'autre moitié dit que oui, je change ma fréquence de visite au parc, je change le nombre de personnes que je vais côtoyer, je vais changer de lieu. Je vais changer mon choix d'activité. Il y a des personnes vraiment qui naviguent dans ces normes-là pour s'adapter, tandis que d'autres
se disent non, j'ai besoin de continuer à voir mes amis, j'ai besoin de continuer à sortir, aller dans les parcs, puis ben, la surveillance, ça m'empêche pas de voir mon groupe d'amis. I would also like to add that it is a reality that here in Mexico, for instance, a lot of youth has learned about the actual dangers and the actual ways to protect themselves from COVID from sources online, not from the government or someone with authority that gives that information to them. And because, like I said before, the government here, it gives like this idea that they themselves don't know what it's happening and what to do about it. So a lot of youth especially have been forced to look into what's going on other countries and trying to find a way to apply the same concepts to their reality. So that would be one thing. And the other thing that I would be interested in is how, is it not that through all of this social media and all these new platforms, I was thinking actually specifically about Twitch, this online gaming platform. There are a lot of languages and reactions and social interactions that are being developed every day through those type of platforms that themselves are like this new type of norms, of rules that only the people that go into those platforms really know how they function, not least the way that they talk, right? So there are a lot of different keywords, language specific words that you have to know in order to really know what's happening inside of those worlds. So it's also interesting how new technologies, new media create new rules that are being exploited and are being created actually in real time by youth. Pour les questions du rapport au travail, par exemple, il y a quand même une diversité de comportements. Il n'y a pas un comportement des jeunes des quartiers populaires. Globalement, quand même, il y a eu peu de transgression de la règle, parce qu'il y avait notamment une inquiétude quand même vis-à-vis de l'épidémie, et notamment vis-à-vis des parents, et donc un sentiment de responsabilité important des jeunes par rapport à l'épidémie. Mais ce qui est vrai, c'est que la règle s'est appliquée de façon différente selon les quartiers, c'est-à-dire plutôt du point de vue des forces de police, de façon très inégale, que les forces de police ont centré leur surveillance sur les quartiers populaires avec des formes de surveillance parfois très violentes. Avec, il y a eu plusieurs incidents, comme un jeune qui a été lancé dans la Seine par des policiers. Il y a eu des incidents de violence, des jeunes qui ont été poursuivis par des voitures policières. Donc voilà, et donc tout ça n'est pas nouveau parce que ça repose sur des conflits entre la police et la population des quartiers populaires et des tensions très fortes qui se sont accumulées pendant des années, mais ça a pris une intensité encore plus forte pendant cette période. Et c'est vrai que par exemple le fait qu'il faille remplir une autorisation avant de sortir, ça veut dire qu'il faut avoir une imprimante, c'est quelque chose qui est très contraignant, voilà, quand on est noir ou arabe, on a plus de chances de se faire contrôler. Voilà, moi, comme parisienne, je suis sortie souvent faire un tour et je n'ai pas été contrôlée une seule fois. Voilà, mes amis qui habitent à Saint-Denis ont été contrôlés de façon très, très régulière. Donc là, il y a eu une inégalité du contrôle policier. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui, plusieurs associations sont mobilisées parce qu'une série de jeunes sont en train de recevoir des amendes pour des infractions qu'ils n'ont jamais commises, et ils sont en train de recevoir des amendes où on leur demande de payer 150 € pour être sortis tel jour, alors qu'il n'y a aucun PV en fait qui a été fait. Donc, et là, il y a toute une mobilisation associative qui se fait autour de ces questions-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on a vu les quartiers populaires comme étant par principe transgressifs.
et c'est ce qui n'a pas correspondu à la réalité. Même si, bien sûr, il y a eu des transgressions, comme il y en a eu partout. Après, il y a aussi eu des transgressions qui étaient des transgressions pour organiser de la solidarité, et celles-là, on en parle peu finalement. It's very interesting because I think what we see is that, as you said, Juan Manuel, is you have all those new universe that are offered to us through social media, and actually, like in public space, physical public space, you see groups and they have their own rules, their own codes, and their own languages. And as ethnographers, as researchers, I think we need to be more sensitive to those, and if we want to understand how those groups works through digital ethnography. But it's also what's interesting with the what's happening now with like all the, it's also, I feel, and I'm asking you to give me your opinion on this. What I'm going to say is that with all this Black Lives Matters movement that is happening in Europe, in North America, and in a lot of different cities and in a lot of different countries who speak different languages, who have similar reality with the anti-Blackness racism, but at the same time, they don't have the same realities. And social media, I don't know if you saw this morning, but everyone is now putting Black images on their social media. And I see people from Mexico, I see people from France, from Spain, all together speaking one language and taking risk, going outside in the streets. And so I think it's very interesting to see how we are actually building bridges through those times of pandemic, because we are all in the same situation, wherever we live. And at the same time, we see those new groups and those new codes and happening and creating. So I'm sorry, I know my interventions are more comments than questions, but please feel free to I don't know, to add up and on this this new dynamic that as ethnographer we are observing. Who wants to jump? Yes, of course. I think that I don't know if we could actually talk about like an international public space. I don't know. Yeah. Maybe it sounds a little bit weird right now, but it is something that's really happening. It's funny that you mentioned all the Black Lives Matter thing, because yesterday I was speaking with my sister, for instance, that she manages social media here in Mexico. And she was thinking about posting something about that. So it instantly jumped in my mind that it's amazing that something that's going on in North America is affecting something that my sister is doing for her job here in Mexico, where and it's something that many people would say, you don't have anything to do about those issues. But the thing is that we do have to do with those issues, and we have to do with everything that's going on in Europe and in Asia, because we are actually all connected. And that's why this idea of like an international public space, I don't think it's that crazy to talk about something like that. Mm-hmm. Yeah, I think for the sake of future research, we have to consider social medias, but to some extent, we have to consider also the fact that technologies are not available to everybody. A lot of things are happening outside the virtual universe, and although it's important, it's not the only thing we should consider. And there was an issue about schools being open again, but with online classes, and it was revealed in Quebec that actually a lot of houses only have one computer for the whole family, and you have two parents working online. And so you have the kids now that they have their classes and courses online, so the whole family has to share one computer, and that is for courses, work, and that is, I guess, for at least a medium
income families. So you have groups that do not have access to technologies, and that is something that we consider for the workshops. Should we provide smartphones or some kind of technologies to the participants to make sure that we also reach out to lower incomes youth, but the time frame made this very difficult. But the access to technology is something that we should consider when we do research online. Yes, Juan Manuel? Yeah, I'm sorry. I don't want to take much of the space to talk from everyone else, but I just have a quick thing to add here, because it is true that there are a lot of things that are happening outside the social media sphere or the technology sphere, but something quite funny happens here in Mexico, which I don't know that it is something that also happens in other places. But for instance, a lot of people from who are living in kind of poverty conditions, people who live outside of the city, on the peripheries of the city, and who have to build their own houses out of improvised brick and and really poor materials. Many of those people, they don't have beds, they don't have a place where they can sleep comfortably, but all of the members of the family have a phone, a smartphone, even an expensive smartphone, and all of them have access to cable television. So it's kind of funny to see that even in the places where you would say, they don't have access to technology because of money, it's funny to see that most of the money they earn, they spend on those type of technologies, because they know that things are happening there and they want to be connected through that. I'm totally aware that that's not the only sphere regarding public space, but I just wanted to add that little comment there. Thank you. Can you hear me? Yeah. Thank you, Juan Manuel and Nathalie. I actually kind of agree, and which is interesting is that Montreal is northern, it's in another country, and you think that everyone has access to internet, and actually internet is pretty expensive. When we were chatting before the meeting, we were talking about how we are stealing internet from neighbors, we have connection problem, and I think in Mexico, maybe because it's a more density, it's more accessible to have phone forfait, or way cheaper than what we have in Montreal. And so I think I agree. We also saw that with this importance that social media took in this time of crisis, it's also put some people silent because they didn't have access to this. And so, and especially as much as I think social media can open spaces for democracy, it's also exclude some people, and especially in Montreal we saw that. I don't know how is it in Hanoi? Do you see those kind of dynamics applying to, or it's more like in Mexico and people tend to have a broader access to internet? Actually, I think during the pandemic, it's not changed much in terms of democracy. Just people feel more lazy to go out. Before pandemic, they access to the public space is not easy. Not only because of lack of public space, especially in the poor area, but also because of air pollution, no trees. So people try to stay at home than go out. And during the pandemic, they
stay more at home. So it's maybe it causes physical and mental health for people and also for young people. So I think after pandemic, it's maybe difficult times for people to come back to public space because not because they change their behaviors. They use more connection in the online, shopping online, connection to friends, for the family online, everything online, working online, and study and school online. So so they reduce the time in the public space. Yeah. Thank you. And you bring a very interesting aspect of the conversation that we didn't have the time to raise that much today, but it's about the contrast with public space. It's actually home, and a lot of people are spending more and more time, whether their home is comfortable or not. They have to be at home, and it raised the question of coming back to those public spaces. And so I was going to conclude with what will happen tomorrow. What's this the public space of the future? And I think this introduced pretty well the last question that I have for you this morning. And I would like if everyone could give one last answer to the group about what will be public space tomorrow. Will it be a public space and collective public space? So I think if we look back in history, public space has always been the place of for people who has nowhere else to go. So when you have like big fancy neighborhood with great backyards, people don't go in their parks because they have somewhere to go. And if we follow what's happening in Hanoi, now that people have access to online events and sharing, will they go in their parks? Maybe not, because they have this place. So I think we have to keep that in mind, and we won't be able to build an interesting future public space if we keep thinking that the public space is the place where everybody gathers for sharing and meeting and encounter. I don't think that's true. And it won't happen in the future if we keep going in that mindset. I don't know what will happen to the public space, but if people don't have access to public technological virtual public space, they might just go in their parks. That's a bleak, dark prediction for public space, and that's my ending to. Thank you very much, Nathalie. Alice, how do you see public space tomorrow? Is that something, do you think it will still exist or not? Oui. Mais moi, j'ai une vision aussi urbanistique de la chose. Les espaces publics ont beaucoup de rôles à jouer, en plus du côté social. Il y a le côté environnemental, l'espace que ça crée en ville, les bénéfices pour la santé physique, pour la santé mentale, pour l'écosystème de la ville. Puis, je pense qu'on aura tout le temps besoin d'espace public, et surtout pour les jeunes. Les jeunes sont les personnes qui utilisent le plus les espaces publics parce qu'ils ont besoin d'espace où se rencontrer en dehors de leur maison, en dehors de l'école, en dehors des regards. Donc, oui, absolument. Et je pense que la crise actuelle
a mis encore plus l'emphase sur le besoin des espaces publics. Puis on le voit à Montréal, sûrement dans les autres villes aussi, comme il y a une extension des espaces publics pour le bénéfice des personnes. Comme à Montréal, on agrandit les trottoirs, on va chercher l'espace dans la rue. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui va changer notre manière de voir l'espace public. C'est plus seulement un endroit juste pour le plaisir. C'est aussi un endroit qu'on a besoin, qui est une nécessité. Voilà mon point. Merci Alice. Queen Heng, do you want to give us your word of conclusion about the public space for tomorrow, of tomorrow? In Vietnam, in Hanoi, I see now there are some new groups. They during the time of pandemic, stay at home, and they keep connection among the friends or those who share the same hobbies like cooking, like painting, sketch, and some like yoga. And after space distancing, and when they can go out, they gather together, and they do that activities with friends at one, let's say kind of public space. Like Natalie said, that it's a kind of collective public space. So they are the new way of gather together with at the collective public space in Hanoi. Well, that's I can see now. Thank you very much, Sarah Maud. So I'm saying your names because it's easier this way. Oui, ben, je pense que pour le futur de l'espace public, en fait, je pense que l'espace virtuel ne pourra jamais remplacer l'espace public tangible en tant que tel. Je pense même qu'il y a une saturation ces temps-ci de l'espace virtuel qui donne encore plus envie aux gens d'investir leur espace public après le confinement. Mais de ce que j'ai entendu dans mon entourage, puis peut-être un peu pendant les ateliers, les gens souhaitent retrouver cet espace public-là. Peut-être vont le naviguer différemment, leurs critères de sélection vont changer, leurs critères d'activité vont changer peut-être sur une période peut-être de court terme, parce que je pense que peut-être on a une mémoire un peu courte, puis on va retrouver nos vieilles habitudes éventuellement. Mais je pense qu'il y a un retour à l'espace public qui est vraiment désiré chez les jeunes. Merci Sarah Maud pour d'avoir partagé tes idées. Juan Manuel, ¿quieres compartir con nosotros? Yes, well, I think that I agree with Alice. I think that there is a great need for the public space, especially after the whole pandemic thing ends. There will be a great need of it, a great use of it. I think that not just in Mexico, but everywhere, people have, after all, we're all social beings, right? And we have the need to physically connect with other people in a physical space. So I do think that there's going to be a great need for it. I think that it will be, like I said before, it would be our responsibility on how those new public spaces are built. And there's also something that I think that we all have to face in some kind of way, that I don't think that, I think that this pandemic has changed a lot of things, not just the way we think, but the way that many things will have to be dealt with in the future. And one of those things is public space. So I don't think that I cannot be sure completely, but I don't think that we will be returning to public spaces the way we did before.
I think we have to imagine a new kind of public space, one that has to be able to join people in a physical way, but also takes advantage of the new technologies and new ways of handling things, not just the health concerns with a future pandemic or something like that, but in Culturans we are actually trying to develop constantly ways of uniting like using technology and the digital world in service of a physical public space, not so much as a replacement of it. So I think that for us that would be the way to go about it, to find a way that to use the tools available to better connect the people that are in a certain physical public space, and imagine the way that technology can help improve that, enhance that, but also connect that physical public space with another physical public space, another place in the world. So it kind of becomes this huge network of connection between digital and physical spaces. C'est compliqué. Ce que je vois, par exemple, c'est que les jeunes de Pantin, voilà, qui est une ville de la première couronne parisienne, qui sont impliqués beaucoup dans les distributions alimentaires, qui étaient déjà engagés associativement, ont participé à la création d'un collectif à Pantin où il y a plusieurs forces associatives qui se sont réunies, des anciens gilets jaunes, des associations de quartier, et qu'ils ont réussi, là, mais c'est local, à créer un véritable espace politique local, voilà, d'échange qui va peut-être produire, enfin j'espère avoir des effets, des effets sur la transformation de la ville et dans le débat politique. Après, je suis incapable de dire ce que va donner la suite. Je sais que samedi, il y a une nouvelle manifestation des Gilets jaunes à Paris. Donc, il y a aussi une reprise des mouvements sociaux. Il y a déjà des manifestations de soignants dans les hôpitaux qui ont beaucoup souffert pendant la période la plus difficile et qui demandent une vraie réforme de l'hôpital. Donc, il y a des mouvements qui reprennent. Voilà, est-ce qu'ils vont arriver à s'articuler? Au moment où est arrivée la pandémie en France, on était quand même en pleine période de mouvement social, hein, un mouvement social contre la réforme de la retraite, donc qui du coup a été au moins repoussé, si ce n'est annulé, un mouvement social contre la réforme de l'université. Donc tout ça va réémerger petit à petit. Est-ce qu'une des grandes questions, c'est de savoir aussi si la dimension écologique va être prise en compte, parce qu'elle a été soulignée par beaucoup d'observateurs, beaucoup de chercheurs. Pour le moment, cette dimension écologique, elle est peu présente dans les quartiers populaires. Elle est peu pensée. Voilà, donc il y a aussi un enjeu de ce point de vue-là. Donc, je ne suis pas capable de dire ce que sera demain du point de vue des mouvements sociaux. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des moments de jonction, il y a toute une série de manifestes qui sortent, il y a un débat intellectuel très important. Et il reste à savoir quelle place on laissera aux jeunes dans ce débat intellectuel et politique, et en particulier aux jeunes des quartiers populaires, et quelle place ils arriveront à prendre. Je crois que c'est le gros enjeu. Juliane, would you like to add something to this conversation before? Just to say thank you to all of you. I think despite the technology problems, I think the fact that we can actually, across time zones, communicate in different languages is a fact that we need to imagine new ways, as Juan Manuel was saying. So thank you to all of you, including Celia, for your very insightful input into this conversation. So thank you, everyone. It was a bit longer than we wanted, but it was a really rich conversation.
And I think as we can all agree to say that public space was there before the pandemic, will still be there, it clearly and surely will transform. And as it refers, we should keep observing and keep following those changes. So thank you, everyone. Thank you very much. And we'll see each other in those other panels from TriSpace Digital Lab. Merci. 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 Gracias. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank Goodbye. you. Bye bye. See you all next week.